Dans les coussins précédents, nous avons vu que le danger le plus insidieux pour le pratiquant est de renforcer le moi par la pratique même censée l'abolir. C'est un mécanisme presque invisible. On devient celui qui médite, celui qui progresse, celui qui comprend par rapport aux autres qui ne méditent pas, qui ne progressent pas et qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'une nouvelle identité se forme, plus subtile, plus spirituelle, mais toujours fondée sur le même centre imaginaire, et un centre qui veut se démarquer par rapport aux autres. Le moi se recompose sous une forme plus acceptable quand on médite, une forme plus valorisée. Ainsi, le chemin devient une accumulation. Expérience, compréhension, état particulier. L'important étant que ces états particuliers soient plus particuliers que ceux des autres. Et tout cela dispose d'un auteur, d'un propriétaire, toujours le même. Mais ce propriétaire est déguisé autrement. C'est pourquoi certaines approches peuvent, sans le vouloir, entretenir cette dynamique. Et c'est là l'obstacle, le danger même. Elle propose des outils pour observer le moi, pour le transformer, pour le purifier. Mais en s'adressant à lui, elle lui donne une réalité implicite. Le zen, sur ce point, introduit une rupture, précisément. Il ne cherche pas à corriger le moi, ni à le comprendre, comme on l'a vu récemment avec Jung ou Durkheim, mais à rendre sa présence inutile dans l'expérience immédiate. C'est juste une impression, une illusion, sans intérêt. Sa présence est inutile. La première caractéristique de la voie zen est sa dimension directe et immédiate. Dans Zazen, il n'y a pas de séparation conceptuelle, pas de discours à intégrer, pas de philosophie, pas de psychologie, pas d'analyse préalable. On s'assoit simplement, la respiration se fait d'elle-même, le corps est là, les pensées apparaissent et disparaissent, et il n'est pas demandé de comprendre ce qu'est le moi ni de définir son origine. Quand on essaye de comprendre le moi et de définir son origine, c'est une sorte d'échappatoire. Cette absence de médiation intellectuelle est essentielle. On va directement au présent. Cette absence de médiation intellectuelle coupe court au mouvement du mental qui cherche à saisir, à expliquer, à séparer, et qui sont autant de manœuvres pour se manifester. Dans d'autres traditions, la compréhension peut passer par des étapes,
par des réflexions, des investigations ou des pratiques. Mais ici, dans le zen, tout est ramené à l'acte présent. L'instant n'est pas interprété. On n'a même pas à commenter sur la non-interprétation. On n'a même pas à commenter sur l'acte présent. Il est juste vécu. Et dans cette immédiateté, la distance, la pseudo-distance entre celui qui observe et ce qui est observé disparaît. En fait, elle n'a jamais existé. On dit qu'elle se dissout, mais elle n'a jamais existé. Il n'y a plus, parce qu'il n'y en a jamais eu, il n'y a plus de chercheur distinct de ce qui est cherché. Il y a simplement ce qui se passe, qu'on appelle expérience, sans commentaire. C'est dur pour l'ego. La simplicité du zen prolonge cette immédiateté. Rien n'est ajouté, rien n'est commenté. Les gestes ordinaires de la vie quotidienne deviennent le cœur de la pratique. Le moi, entre guillemets, n'est pas combattu, il n'est même pas pris en compte. Il n'a pas de fonction, il devient sans fonction. Il est possible de respirer sans se dire « je respire ». Il est possible de marcher sans se dire « je marche ». Cette absence d'intervention du moi dans l'action est complètement révolutionnaire puisqu'elle lève les obstacles. Il n'y a plus de surcharge mentale, plus de tentatives de se corriger ou de s'améliorer, puisqu'il n'y a plus de ce. Et c'est précisément cela qui évite le piège. Sinon, on est dans un cercle vicieux. Piège, ego, piège. Car vouloir éliminer le moi, c'est encore agir à partir du moi. Donc il n'est pas du tout question d'éliminer le moi. La question ne se pose même pas. Vouloir calmer l'eau du seau en la touchant, en la calmant, ne fait que créer des vagues. Et de la même façon, vouloir se débarrasser de l'ego est souvent la dernière stratégie de l'ego pour se maintenir. Et le zen, en ne s'occupant pas de l'ego, parce qu'il est inutile, le laisse s'éteindre de lui-même. Pour ceux qui sont dans l'illusion qu'il y a un ego, on le laisserait s'éteindre. On le laisserait s'éteindre faute d'en faire usage. On peut très bien vivre sans ego. On peut prendre l'ego comme un outil social, certes, mais pas comme une réalité personnelle. Il ne s'agit donc pas de détruire le je, ni de le transformer, mais de le regarder avec une sorte de désintérêt qui fait qu'en fait on ne le regarde même plus, sans lutte. Dès l'instant où on lutte, on va recréer de l'ego, on va lui redonner un intérêt. Dans l'instant présent, le moi ne trouve pas de point d'appui. Dans l'instant présent. Parce qu'il a besoin du temps, du passé pour se raconter, du futur pour se projeter,
Mais dans l'instant présent, dans ce qui est vécu sans commentaire, il n'a pas de place. Comme il n'a pas de place, il faut qu'il aille ailleurs. Cela ne signifie pas qu'il disparaît définitivement, mais qu'il cesse d'être central. Plutôt que d'être central, il devient périphérique, un outil. Il devient secondaire. Et cette mise à l'écart n'est pas le résultat d'un effort, mais d'une attention simple. S'il y a une transformation qui en découle, elle est naturelle, elle n'est pas forcée, elle est sans contrainte. Elle ne repose pas sur l'acquisition de nouvelles qualités, ni sur une discipline imposée, elle se produit d'elle-même. À la différence de certaines voix qui interrogent la nature du moi par des questions profondes. Le zen, de son côté, évite de nourrir le mental par des réflexions interminables et profondes. Il ne cherche pas à résoudre le problème, mais à voir qu'il n'y a pas de problème dans l'instant vécu. C'est une sorte de koan permanent. Si on n'est pas dans l'instant vécu, on est forcément plongé dans les problèmes et dans les questions à résoudre. Mais dans l'instant présent, toutes les questions s'évaporent. On est dans l'action. Alors chaque action devient juste, non pas parce qu'elle est évaluée ou corrigée, mais parce qu'elle n'est plus filtrée par un centre personnel qui vient tout polluer. Il n'y a pas de séparation entre la pratique et la vie quotidienne. C'est-à-dire que tout est pratique. Il n'y a pas un moment pour méditer et un autre pour vivre. Il n'y a qu'un seul mouvement continu où chaque geste est l'expression de la réalité telle qu'elle est. Cette unité donne au zen une force particulière, parce qu'il n'est pas nécessaire de chercher un lieu ou un moment spécial pour atteindre l'éveil. L'éveil n'est pas ailleurs, il est dans l'acte lui-même, dans le moi, lorsque le moi ne s'interpose pas. À ce moment-là, l'action devient juste. Et cette action, c'est l'éveil. Pas de différence. Ainsi, la vie ordinaire devient le terrain de la libération. Inutile d'aller chercher ailleurs. Et cette libération ne dépend pas d'une compréhension intellectuelle. On pourrait aussi ajouter que le zen se caractérise par une absence de complications théoriques. Les enseignements ne sont pas développés sous forme de systèmes complexes, mais transmis par des gestes, des paroles simples, parfois déroutantes, ou des coups de Kyosaku. Et surtout, il n'y a pas de volonté de transmettre. La transmission se fait Ishin Denshin, directement, sans volonté de transmettre. Cette simplicité permet d'éviter les constructions mentales qui éloignent de l'expérience. Dans la pratique, il n'y a pas un pratiquant d'un côté et un objet de méditation de l'autre.
Il n'y a pas un sujet qui observe et un sujet et un objet observé. Il y a une seule réalité indivisible, interdépendante. Lorsque cette unité, lorsque cette interdépendance est vécue, il n'y a plus d'efforts séparés. À ce moment-là, la pratique est déjà l'éveil. Il n'y a rien à atteindre, rien à réaliser. Le fait de s'asseoir, de faire zazen, de respirer, d'être présent, est en lui-même complet. Il n'y a rien à rajouter. Le moi n'a plus de rôle à jouer, car il n'y a plus de séparation à combler. En conclusion, la méthode zen se révèle particulièrement efficace pour éviter le piège de l'ego. Non pas parce qu'elle propose une meilleure analyse ou une technique plus élaborée, mais parce qu'elle se situe en dehors de ce jeu, J-E-U, de l'ego. Elle ne cherche pas à transformer le moi ni à le comprendre, mais à le rendre inutile dans l'action. Le moi n'est pas utile dans l'action. Il ne fait que créer des frictions, des obstacles. En revenant constamment à l'expérience directe, sans interférence mentale, le zen permet une transformation qui n'est pas le résultat d'un effort, mais l'expression naturelle de la vie elle-même. Vivre chaque instant sans s'approprier l'action, sans se raconter l'histoire, devient alors une voie de libération. Ce non-agir dans lequel le je, J-E, est oublié, n'est pas une passivité, mais une manière d'être pleinement engagé dans le réel, sans séparation. Et c'est là que réside la puissance du zen, dans cette simplicité radicale à laquelle on ne peut rien opposer, d'où sa puissance, où rien n'est ajouté, où rien n'est retiré, et où la vie se déploie librement telle qu'elle est, sans qu'il y ait un centre et donc sans qu'il y ait d'entrave.